Demain, lundi, les musulmans célèbrent la Tabaski. Mardi, les élèves reprennent le chemin des classes. Les gares routières sont donc prises d'assaut par les voyageurs, entraînant retard, bousculades et altercations. À quand l'autosuffisance dans la filière bétail en Côte d'Ivoire? Le pays importe 60% de sa consommation en viande. Pourquoi peine-t-il à être autosuffisant? Comment y arriver? Élément de réponse en tout début de journal. 15 ans après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, les États-Unis se souviennent. 4 attentats suicides coordonnés avaient fait près de 3000 morts à New York, Washington et en Pennsylvanie. Des commémorations ont eu lieu ce dimanche partout dans le pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est demain, lundi, que les musulmans célèbrent la fête de Tabaski. Et bien sûr, le sacrifice rituel du mouton sera observé pour répondre à la demande importante des bêtes. Les importations de bétail ont connu une hausse, la production locale ne pouvant pas couvrir tous les besoins. De façon générale, la Côte d'Ivoire importe environ 60% de sa consommation de viande. Pourquoi une telle insuffisance? Comment booster la production nationale? Comment assurer l'autosuffisance en protéines animales? Élément de réponse dans ce sujet signé Christelle Menon. Cette année, plus de 80 000 moutons ont été importés pour la Tabaski. Dans ces véhicules venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger, il y a aussi des bœufs. Plus que d'habitude. Si la Côte d'Ivoire en est encore à importer du bétail viande, même en dehors des périodes de fête, c'est parce que la production locale de bovins et petits ruminants est insuffisante pour les besoins en consommation des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire importe en moyenne 60% de sa consommation en viande. Plus la population croît, plus les importations augmentent. Rien qu'en 2015, la Côte d'Ivoire a importé plus de 78 000 tonnes équivalent carcasse de viande. Une sortie de devises de plus de 28 milliards de francs CFA. Début septembre, Abidjan accueillait la première édition du Salon international bétail-viande de l'Afrique de l'Ouest. Les acteurs sous-régionaux sont venus réfléchir au développement de la filière. En marge des cérémonies officielles, dans les parcs, des éleveurs nous exposent aussi leurs difficultés. Pour Salif Koulibaly, elles sont surtout d'ordre technique. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir parce que les techniques manquent même aux éleveurs. Et c'est l'élevage traditionnel, ce qui fait que vraiment nous avons des difficultés. Il n'y a pas vraiment d'encadrement réel pour nos éleveurs. Davantage d'encadrement technique pour relancer l'élevage en Côte d'Ivoire. D'autant que le pays a un gros potentiel. Nous avons tout et tout pour mieux élever. On peut même exporter à partir de la Côte d'Ivoire nos productions d'élevage. Parce qu'il y a la verdure pendant les 12 mois de l'année. Il y a de l'eau un peu partout. La Côte d'Ivoire, pays exportateur de bétail-viande, c'est le rêve des éleveurs et des autorités de la filière. Pour l'atteindre, on mise surtout sur la technique et sur la science au ministère des Ressources animales et halieutiques. Présente aussi au CIPVAO, Dr Nyandi Daniel expose quant à elle les actions du gouvernement. Pour pouvoir accroître la production, la productivité, il faut avoir du matériel génétique adapté. Et ce qui est fait actuellement, ce qui est en cours actuellement, nous avons un projet de gestion des ranches et stations d'élevage au sein desquels sont développées l'amélioration génétique des bêtes, notamment des bovins et des ovins caprins. Nous avons aussi un projet d'appui à l'installation qui est en cours, installation à l'agriculture traditionnelle, installation dans toutes les filières, notamment la filière bovine, ovine, porcine. Des projets que nous décidons d'aller visiter sur le terrain, à une vingtaine de kilomètres de Yamoussoukro. Dans ce campement, appelé Sirikikro, Jean-Paul Damé bénéficie du projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Il a emprunté au PADECI un noyau de 25 têtes qu'il devra rembourser sur 10 ans. Agriculteur récemment séduit par l'élevage, il sait que la demande est importante. Cette année, malheureusement, il n'a pas plu.
Si je veux compter sur le café et puis le cacao, ce n'est pas toutes les années il y a la production. Aujourd'hui, voilà, nous sommes en ce temps vers la fête de Tabaski. Même ce matin, même, il y a quelques-uns qui sont venus me voir pour prendre une tête. Et voilà, bientôt la rentrée. Je n'ai rien. Donc je vends ça pour pouvoir scolariser mes enfants. En plus de l'aide à l'installation, Jean-Paul est appuyé sur le plan sanitaire par François Alla, assistant vétérinaire. Les maladies animales comme la peste bovine peuvent être très agressives et décimer très rapidement un troupeau entier. Le combat pour augmenter la productivité des élevages nationaux se situe aussi à ce niveau. Quand il est temps de venir les traiter, je l'appelle, ou lui aussi, si c'est le temps de vaccination, il m'appelle et on fait un programme, il vient les traiter et il vient les vacciner. S'il n'y a pas de mortalité... Jean-Paul a opté pour un élevage sédentaire, contrairement au traditionnel élevage nomade, source de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs. Depuis le 26 mai dernier, le projet de loi sur la transhumance adopté à l'hémicycle permet de prévenir et de régler ces conflits de voisinage. Mes parents paysans, et encore moi, quand les animaux suivants ils vont brouter, ils rentrent dans leur champ, c'est un grand problème pour moi. Comme il n'y a pas d'espace, j'aimerais créer un pâturage artificiel pour ne pas que les bœufs puissent rentrer dans les champs des voisins. Si Jean-Paul consent à réaliser tous ces investissements, c'est parce que l'élevage est rentable. Très rentable. Retour au Cibvao, sur les bords de la lagune Ébrié. Je vous dis que l'élevage est plus rentable que tout ce que nous avons comme production en Côte d'Ivoire. C'est rentable et ça crée beaucoup d'emplois. Si l'État s'intéresse, on va diminuer le taux de chômage dans ces pays. L'État et aussi les investisseurs privés. Le secteur est majoritairement informel et très peu bancarisé. Il est donc essentiel pour nous de créer une dynamique et une mobilisation durable de tous les acteurs du secteur en favorisant la professionnalisation et la modernisation de ces filières-là. Plusieurs chantiers sont en effet ouverts et les résultats probants obtenus nous confortent dans les voies et les méthodes choisies. Les résultats de l'élevage en Côte d'Ivoire, des centaines de milliers d'emplois, et c'est aussi 2% du produit intérieur brut, soit 346 milliards estimés en 2014. À l'occasion de la fête de Tabaski, l'ONG Okadema a initié la 2e édition de sa caravane de partage. Plusieurs familles démunies de la région de Bouaké et des associations ont reçu au total 30 moutons et 13 bœufs. Les détails avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. L'ONG Okadema et son président Touré Souleymane au secours des familles musulmanes démunies de Bouaké pour leur permettre de célébrer la fête de la Tabaski. 30 familles ont reçu chacune un mouton pour accomplir le sacrifice d'Abraham. Les communautés, les associations et les musulmans malades hospitalisés au CHU de Bouaké ont reçu au total 13 bœufs. Pour le donateur, ce geste obéit à une prescription du Coran qui recommande le partage en cette période. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce que nous sommes le jour de Arafat. C'est le jour qui précède le jour de la fête de Tabaski. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment s'offrir un mouton pour la fête de Tabaski. Pour les bénéficiaires, ce sont des pas de danse et des chants qui traduisent leur joie. Je suis très content, la mère est très contente aussi. Où est la famille aussi est contente. Ce qu'il a dit, il a fait. Il a promis, il a fait. Je n'ai jamais eu un don comme ça. On a besoin, très besoin. C'est bienvenu à le temps. Notons que l'année dernière, l'ONG Okadema et son président Touré Souleymane avaient permis à de nombreuses familles de fêter la Tabaski.
Le marché a été suffisamment approvisionné en moutons malgré l'effondrement mardi dernier du pont métallique de Dimbokro. Les travaux ont d'ailleurs démarré pour sa réhabilitation. Mais avant sa réouverture, on note depuis hier une reprise partielle du trafic ferroviaire. Un train de voyageurs circule 3 fois par semaine entre Bouaké et Ouagadougou au Burkina Faso. Les trains de marchandises, eux, seront en circulation à compter de demain lundi avec un plan de transport pour 5 trains par jour, dont 3 départs depuis Bouaké. La fête de l'Aïd el-Kébir, c'est donc demain lundi 12 septembre. Dans l'élément que je vous propose maintenant, nos reporters Massokone et Moussa Konaté nous parlent de l'aspect spirituel de cette célébration. Après la fête de Ramadan, les musulmans du monde entier s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, deuxième grande fête de l'islam. Au-delà de son aspect festif, la célébration de l'Aïd el-Kébir revêt un aspect spirituel. L'Aïd el-Kébir, communément appelé fête de la Tabaski, a lieu le 10e jour du mois de Zulhijjah, qui est le dernier mois du calendrier musulman. Et elle marque aussi la fin du pèlerinage à la Mecque. Donc, cette fête commémore la soumission du prophète Abraham à Dieu, qui est symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier son fils, Ismaël, sur l'ordre de Dieu. Et suite à cette acceptation, Dieu envoie l'ange Djibril pour qu'il substitue l'enfant par un bélier qui servira d'offrande sacrificielle. Et c'est en souvenir à cette soumission du prophète Abraham que les musulmans du monde entier, à cette date-là, font le sacrifice du mouton. Au matin de la fête, bien avant de se rendre à la mosquée ou tout autre lieu de prière, le fidèle musulman doit observer certaines recommandations. Ce qui est demandé aux musulmans ce jour-là, c'est un jeûne restreint. C'est-à-dire, il ne prend pas le petit déjeuner. Quand il se lève, ce qu'il fera, c'est de prendre un bain. Et puis, après quoi, il va s'habiller. Et aller par un chemin et revenir par un autre chemin dans la mesure du possible. C'est ce que le prophète faisait. Et en allant donc, bien sûr, les invocations. Et dès qu'il arrive au lieu de la prière, il n'y a pas de prière surrogatoire, ni avant, ni après. Dès que l'imam arrive, on enclenche la prière. C'est une prière de 2 rakats, comme le vendredi d'ailleurs, mais à la différence, ici, le sermon se fait après. Et il est demandé aux fidèles, bien sûr, de bien vouloir s'asseoir pour écouter. En plus de son caractère spirituel, la fête de la Tabaski reste un moment de joie, de communion et de partage. Les musulmans doivent comprendre que ce jour-là, le sacrifice que nous faisons permet à chaque musulman de renouveler sa foi et sa soumission vis-à-vis de son Seigneur. Et aussi, c'est un jour de partage. C'est une fête de soumission à Dieu. Et pendant que nous fêtions cette soumission, il ne faut pas aller commettre des actes de désobéissance à l'endroit de Dieu. Autrement dit, on peut se réjouir, les uns et les autres peuvent danser, je répète, dans les normes islamiques. La fête de la Tabaski est célébrée 70 jours après la fête de Ramadan, ou l'Aïd el-Fitr. En Côte d'Ivoire, elle sera célébrée le lundi 12 septembre selon le Conseil supérieur des imams, COSIM. À des milliers de kilomètres d'Abidjan, en Arabie Saoudite, 1 800 000 pèlerins du monde entier, dont 5 600 Ivoiriens, se sont rendus aujourd'hui sur le mont Arafat, une étape cruciale du Hajj. Le témoignage de Mamadou Kouassi, notre envoyé spécial sur place. Une séance de lecture salmodie du Saint-Coran pour implorer Allah, afin d'accorder à la Côte d'Ivoire une paix durable et définitive, mais aussi pour le développement de la nation ivoirienne. Un moment spirituel pour entamer la traditionnelle cérémonie officielle du jour d'Arafat, un cadre de concertation entre pèlerins ivoiriens, guides religieux et les officiels. Chers pèlerins et pèlerines, au nom du commissariat du Hajj, je vous présente nos excuses pour les imperfections constatées ici et là dans notre organisation de cette édition 2016. Je profite de l'occasion pour vous féliciter car dans quelques heures, vous serez des El-Hajj et El-Hajja. Ce statut permet l'absolution de tous vos péchés. Comme le dit le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit le pèlerinage et durant son pèlerinage n'a pas posé d'acte de turpitude, n'a pas tenu de propos obscènes, il revient comme un nouveau-né sans péché. Pour l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite, ces moments d'échange se veulent désormais une tradition pour le contingent ivoirien. C'est pourquoi
Il a traduit le message du président de la République, Alassane Ouattara, aux pèlerins ivoiriens, avant de leur témoigner la satisfaction des autorités saoudiennes pour la discipline et la bonne organisation enregistrée depuis quelques années au niveau du commissariat du Hadj. Les autorités saoudiennes, en tout cas, manifestent également leur sentiment de satisfaction quant à la bonne tenue, quant à la bonne, je dirais, la bonne sociabilité donc, de nos pèlerins parmi les 2 millions de pèlerins qui sont là. Le consul général de la Côte d'Ivoire à Guéda a saisi l'occasion pour inviter les guides religieux et l'ensemble des pèlerins ivoiriens à une union de prière pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons rappeler que, par la grâce de Dieu, bientôt la Côte d'Ivoire va rentrer encore dans un cycle de consultation à caractère politique. Je voudrais souhaiter que dans vos prières, vous mentionniez la Côte d'Ivoire. Le Raïs Fadiga Moussa a dans son intervention au cours de la station d'Arafat indiqué les valeurs spirituelles de ce jour spécial. Demain, c'est la Tabaski. Après-demain mardi, c'est la rentrée scolaire 2016-2017, ce qui entraîne d'importants mouvements de voyageurs, certains pour célébrer la Tabaski en famille, d'autres pour la reprise des classes. Les gares routières sont donc bondées de monde, ce qui entraîne bien souvent des altercations. Éric Goré. La gare envahie par de nombreux voyageurs, longue file d'attente devant les guichets et lutte à l'entrée des cars. C'est le décor que présente cette gare. Une situation qui n'est pas sans conséquences pour les voyageurs. Je vais sur Yamoussoukro depuis 6 heures, je suis là. Pratiquement, il n'y a pas de car. Vraiment, l'affluence est tellement énorme que vraiment c'est difficile. Selon certains voyageurs, ce désagrément est dû au fait que la fête de la Tabaski et la rentrée scolaire se déroulent dans la même période. D'autres voyageurs n'arrivent pas à contenir leur colère. Ils accusent. Mais c'est mal organisé. Regarde, il faut regarder le monde. Depuis 6 h du matin, on est là, en Béa, depuis 6 h. Ces propos sont contredits par les responsables de la gare. Depuis 6 h du matin, ce sera trop dit. Alors, ceux qui disent qu'ils ont les tickets depuis 6 h, on va chercher à nous voir. Parce qu'on ne va pas être d'accord pour ce qu'ils disent. Il peut sortir de celui-là depuis 6 h, mais il peut avoir le ticket à la gare ITB à 10 h, 11 h. Nous, c'est à partir de l'heure à laquelle vous avez le ticket qu'on commence à vous calculer. Les difficultés sont au niveau de l'embouteillage. Voilà, l'embouteillage. Sinon, on a des cars, beaucoup de cars même là qui sont trucs. Mais l'accumulation des véhicules au niveau des embouteillages, c'est ce qui fait que les cars ne rentrent pas. Selon cette dame, les tickets sont vendus seulement qu'aux connaissances. Je suis là depuis 6 h, mais depuis là, on est parti là. Pour que nous nous donne ticket là, on ne nous donne pas. Les gens font ça sur connaissance. Pour ce voyageur, le problème se trouve ailleurs. Il propose une piste de solution. J'ai remarqué que c'est à chaque fois qu'il y a les fêtes qu'on parle d'embouteillage, de tout ça. Mais il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est d'élargir nos voies. Il vient de décoller, il va te taper 1 heure de temps ici avant de sortir. En cette période de Tabaski et de rentrée scolaire, les populations souhaitent plus de prudence sur les voies afin que ces deux événements majeurs connaissent un succès. La rentrée des classes, ce sera donc le 13 septembre, mardi, juste au lendemain de la fête du sacrifice, l'Aïd el-Kébir. Et si dans la filière bétail, des mesures sont prises pour maximiser la production nationale, c'est aussi le cas dans le domaine des ressources halieutiques. Les experts de la filière thon se sont réunis pour définir les mesures de préservation et de production durable de ce poisson. Pour les 150 participants venus de plusieurs pays, il s'agit de limiter le nombre de bateaux de pêche. Davis Oyo et Delphine Bla. En Côte d'Ivoire, plus de 300 000 tonnes de thon sont débarquées à Abidjan chaque année. Selon les experts, ces 300 000 tonnes de thon représentent presque la moitié de la production mondiale. À cette seconde édition de la conférence africaine sur le thon, les acteurs africains et internationaux de l'industrie thonière partagent leurs connaissances et expériences, mais également fixent les défis du secteur au niveau africain pour la préservation des ressources halieutiques. Il faut surtout rendre ce thon plus durable parce qu'il y a des menaces sur le stock. On limite le nombre de bateaux, on limite le nombre d'engins de pêche, on donne des tailles maximum à ces engins de pêche. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a montré sa volonté de consolider les acquis de la production thonière ivoirienne pour permettre un développement durable de la filière thonière et contrôler le trafic sur nos eaux.
à partir bien sûr des débats qui sont engagés, à partir des thématiques qui sont développées et également tenant compte des normes internationales dues à la pêche de thon, nous essayons de voir ce qu'il y a à parfaire. Le monde économique du thon représente environ 25 000 milliards de francs CFA, d'où l'importance de rendre la production de la filière thonière plus durable. Il faut signaler que cette édition a réuni 150 participants venus de différents pays. Et près d'un tiers des enfants en Côte d'Ivoire souffrent d'un retard de croissance provoqué par la malnutrition. Pour pallier cette situation, le gouvernement annonce le financement d'un plan national multisectoriel de nutrition qui va courir sur la période 2016-2020. Direction Zouaounien, dans le canton Blossé-Nord, situé à Danané. Cette localité manque d'infrastructures pour améliorer le cadre de vie de ses populations. Les cadres de Zouaounien, membres de la mutuelle dénommée MUDESA, se mobilisent pour remédier à cette situation. Aurélia Drokula et Delphine Bla. Nous sommes à 20 km de la ville de Danané, à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le village de Zouaounien, dans le canton Blossé-Nord. Ce village de plus de 1000 âmes manque d'infrastructures. L'amélioration du cadre de vie des populations reste un problème. En effet, ce village de la sous-préfecture de Selleux a comme infrastructure 2 pompes hydrauliques qui fonctionnent tant bien que mal, une école de 6 classes et un bâtiment de 3 classes construit depuis plusieurs années dont les portes et les fenêtres n'existent plus. Aussi, grande zone productrice de cacao avec une moyenne de 100 tonnes, ce village connaît des difficultés pour écouler ses vivriers. La raison, le mauvais état de la seule piste qui mène à Zouaounien. C'est devant cette situation peu réluisante que les cadres du village, constitués en mutuelle de développement de Zouaounien, dénommée MUDESA, ont sollicité l'aide des autorités pour le développement de leur localité. Ce groupe-là, jusqu'à ce jour, n'est pas encore électrifié. Nous étions éligibles au programme PPU pour la construction de 6 classes et un logement directeur. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ce programme est en impasse. Merci les autorités. Nous sollicitons votre appui de nous aider à résoudre ces questions qui sont cruciales de nos jours pour le développement d'une localité. Appel lancé au cours de la 3e Assemblée générale de la mutuelle. Élus et cadres de la région ont décidé de travailler main dans la main pour redonner une bonne mine à la localité de Zouaounien. Dans le chapitre politique de ce journal, les coordonnateurs régionaux du RHDP ont été investis à Agnibi-les-Gros. Une vingtaine de militants du Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix ont réaffirmé leur détermination à œuvrer pour la victoire de la formation politique lors des législatives à venir. Gabriel Zani, de retour d'Agnibi-les-Gros. Depuis des semaines, le RHDP, Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, se déploie pour les législatives. Ce samedi 10 septembre, la commune d'Agnibi-les-Gros reçoit une délégation du groupement politique dans le but d'investir des coordonnateurs. Plus d'une vingtaine de militants font partie de l'équipe de coordination dirigée par le délégué départemental du PDCI. Aux élections qui arrivent dans le mois de novembre, nous allons présenter également une liste RHDP. Il nous appartient de faire en sorte de ne pas décevoir nos mandants, qui sont le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Nous devons donc résolument et immédiatement nous mettre au travail en investissant villages, campements, hameaux, pour porter le message de paix et de développement du RHDP. Une cérémonie qui a donné lieu à la réaffirmation de l'oufouettisme devant les autorités religieuses traditionnelles et de nombreux militants. J'ai dit que cette coordination comprenne que le RHDP a dans ses mains les manettes pour diriger la Côte d'Ivoire. Donc nous voulons de nombreux députés à l'Assemblée nationale. L'investiture des coordonnateurs est couplée avec l'inauguration de la maison du RHDP. C'est le siège du PDCI qui est devenu la maison du RHDP.
Une mutation qui en dit long sur l'avenir désormais compté du RHDP en tant que regroupement de partis politiques. La mutation au niveau des esprits est en marche. Le RHDP en tant que parti unifié devient donc une réalité. Pour les militants, le parti unifié fait un grand bond à Agnibi-Lekro. C'est pratiquement la cohésion avec les autres partis politiques. Pour le RHDP, je pense que c'est un bon saut pour le parti unifié. Transformer les sièges des partis membres du groupement des oufouettistes, une première depuis l'évocation de la migration vers le parti unifié. Une action qui doit faire école selon Pascal Abinankwaku, l'initiateur de cette mutation. Avant l'étape d'Agnibi-Lekro, une délégation du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a été reçue par Mamadou Samassi, un membre du conseil politique du Rassemblement des Républicains RDR. La visite était chargée de symboles, c'est ce que nous dit Gabriel Zani. Ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Le Rassemblement des oufouettistes est en quête de conseil. Mamadou Samassi, le doyen du conseil politique du Rassemblement des Républicains, reçoit dans sa résidence la délégation du RHDP, Rassemblement des oufouettistes, conduite par le président de son directoire, Amadou Soumaoro. Fort de ses 90 ans, celui que l'on nomme affectueusement le doyen Samassi se tient au milieu de ses hôtes et parle de la nécessaire union entre les politiques pour le bien des Ivoiriens. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix veut passer du statut de groupement politique à celui de parti unifié. C'est le sens de ces consultations. La construction de ce parti unifié a pour seul dessein de conduire notre pays dans la paix. Nous sommes donc venus voir aujourd'hui le vieux El Hadj Amadou Samassi qui fait partie de ces anciens, de ces doyens, de ces sages qui ont apporté leur contribution à la construction nationale aux côtés de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Des entretiens qui montrent bien que les partis du groupement politique des oufouettistes veulent donner un franc succès à ce projet de fusion. A contrario, selon Amadou Soumaoro, le RHDP se fragiliserait. Hors de nos frontières, aux États-Unis, la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton a quitté plus tôt que prévu la cérémonie de commémoration du 15e anniversaire des attentats du 11 septembre ce dimanche à New York après avoir fait un malaise, selon son équipe de campagne. Hillary Clinton a été contrainte de quitter la cérémonie au bout de 90 minutes afin d'aller se reposer dans l'appartement de sa fille Chelsea. La candidate démocrate se sent beaucoup mieux désormais, selon son équipe de campagne. Et justement, les États-Unis d'Amérique commémorent les 15 années des attaques terroristes du 11 septembre 2001. 4 attentats suicides coordonnés avaient fait près de 3000 morts à New York, Washington et en Pennsylvanie. Cette année encore, les Américains commémorent cette date à travers tout le pays. Le président américain Barack Obama a fait une déclaration depuis le Pentagone, un lieu qui avait été visé il y a 15 ans. Il y a affirmé que la diversité était la force de l'Amérique, appelant à ne pas céder aux terroristes dont l'objectif est de diviser le pays. Ici en Afrique, au Kenya, 3 femmes ont été abattues par la police ce dimanche 11 septembre après avoir tenté d'attaquer un commissariat de la ville côtière de Mombasa dans le sud-est du Kenya à l'aide d'une bombe incendiaire et de couteaux. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée. La police kenyane évoque pour le moment une attaque terroriste présumée. À l'origine, les 3 assaillantes sont entrées dans le commissariat en prétextant vouloir porter plainte pour le vol d'un téléphone. La première jette alors une bombe incendiaire à l'accueil du bâtiment, tandis que les 2 autres agressent 2 policiers avec des couteaux. Ils ont été transportés en urgence à l'hôpital. Les forces de l'ordre répliquent et tuent les assaillantes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de toujours suivre RTI.